Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours du module de neurologie destiné aux étudiants de 4e année de médecine. Je suis Hadila Rahmani, étudiante en 5e année, et je vais vous présenter aujourd'hui le cours de la maladie d'Alzheimer. Voici le plan du cours d'aujourd'hui. Pour résumer de manière générale ce qu'on va voir, il va être divisé en 6 chapitres. On commencera par la définition. Ensuite, on verra les étiologies et tout ce qui cause facteurs favorisants et protecteurs. Après, on passera à la physiopathie pour comprendre comment fonctionne cette maladie. Ensuite, nous verrons la clinique, tout ce qui est manifestation clinique. Après, on verra comment on va faire le diagnostic et enfin, la prise en charge. Commençons. Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer? Alors, la maladie d'Alzheimer est une pathologie neurodégénérative du cerveau, qui veut tout simplement dire qu'on aura une perte de neurones localisés au niveau du cerveau. C'est la première cause de démence. Que veut dire démence? Et bien, la démence, c'est la dégradation de la mémoire, du comportement, du raisonnement et de l'attitude à réaliser les activités quotidiennes. Après 65 ans, ça va toucher les sujets âgés+. Donc la maladie d'Alzheimer, elle va associer des troubles prédominants de la mémoire, étant donné que c'est une maladie principalement de la mémoire. Des troubles cognitifs. Cognitifs, c'est tout ce qui est en relation avec les connaissances, le raisonnement, le fait de résoudre des problèmes. Et on aura aussi des troubles du comportement. Et tout ça aura un retentissement sur la vie quotidienne des patients. Qu'est-ce qui va causer cette maladie? Eh bien, en fait, il n'y a pas d'étiologie connue. C'est une maladie multifactorielle, c'est-à-dire qu'elle va nécessiter des terrains, des facteurs. Ici, dans la maladie d'Alzheimer, on aura besoin de deux choses. On aura besoin d'un terrain génétique et des facteurs environnementaux favorisants. Commençons par les facteurs favorisants. En premier lieu, ça sera l'âge, qui est le facteur principal. L'incidence de cette maladie va augmenter, va doubler après l'âge de 65 ans. Ensuite, nous aurons le sexe féminin. En effet, elle va toucher plus les femmes que les hommes. Et les antécédents familiaux, on aura un risque augmenté d'être contracté par cette maladie si on a un parent du premier degré atteint de la maladie d'Alzheimer. Les facteurs vasculaires, tout ce qui est hypertension artérielle et diabète, la dépression, l'isolement ou le célibat, la taille du cerveau, le bas niveau intellectuel, et enfin les antécédents de traumatisme crânien. Donc tout ce qui fait que nous ne faisons pas travailler beaucoup notre cerveau nous expose à la contraction de cette maladie. La génétique, le terrain génétique, alors nous avons deux formes. Une forme familiale, qui est une forme rare. On aura une transmission autosomique dominante. Ici, le début sera précoce, avant 60 ans. Ils ont trouvé que nous avons des gènes mutés identifiés. Préséniline et l'APP. L'APP, c'est l'amyloïde protein precursor. C'est qu'on va voir après dans la physiopathie. Les formes sporadiques, qui sont les plus fréquentes, représentant 90% des cas, nous aurons l'allèle E4 de l'hypoprotéine E qui a été identifié, qui a un rôle dans le développement de cette maladie. Mais ce n'est pas un marqueur diagnostique, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que j'ai cet allèle que je vais obligatoirement développer la maladie d'Alzheimer. Donc ça n'influence pas également l'évolution de la maladie. Comment fonctionne tout ça? L'allèle E4, pour l'hypoprotéine E. Alors nous avons le chromosome 19, c'est ici que sont situés les gènes, les allèles de la polypoprotéine E. Nous avons trois allèles majeurs, epsilon 2, 3 et 4, qui vont coder respectivement pour des protéines E2, 3 et 4, qui sont en fait des transporteurs des lipides sanguins. En temps normal, nous aurons
E3, qui est la plus fréquente. Mais ici, dans la maladie d'Alzheimer, nous avons dit qu'on aura E4. Dans la maladie, quand on aura l'allèle E4, epsilon E4 qui va nous coder la protéine E4, et ben, nous aurons un taux LDL cholestérol élevé. Et donc, augmentation du risque cardiovasculaire. Donc, un risque hétérogène, on aura donc plus de chances à développer un IDM, un infarctus du myocarde, l'hypertension artérielle, qui sont des facteurs favorisants de la maladie. À l'opposé, nous avons E2. E2 qui va s'accompagner d'un taux diminué de LDL cholestérol. Donc en fait, quand on a E2, c'est un facteur protecteur. Donc on passe au facteur protecteur. Certains médicaments, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les oestrogènes, comment ils fonctionnent, pourquoi plutôt, donc ils ont trouvé, des recherches ont trouvé aux USA que ces médicaments, ils vont diminuer la concentration des substances amyloïdes à bêta-42 qu'on va voir dans la physiopathologie. Donc ce sont des facteurs protecteurs. L'activité physique, les activités sociales et loisirs, la consommation régulière de poissons, fruits et légumes, la consommation modérée d'alcool, bien sûr même si on ne consomme pas, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'on doit consommer de l'alcool pour se protéger de la maladie d'Alzheimer. Le haut niveau intellectuel et l'allèle E2, comme on vient de citer, parce qu'on aura un risque cardiovasculaire diminué. Donc en fait, tout ce qui va nous augmenter nos capacités intellectuelles, qui va nous rendre actifs, va nous protéger de la maladie d'Alzheimer. Bien évidemment, on parle de terrain favorisant et non pas de cause absolue pour développer la maladie. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on aura tout ça, qu'on va obligatoirement développer la maladie d'Alzheimer. Ce sont juste des facteurs et un terrain favorisant qui vont augmenter les chances de développer la maladie. La cause originale, la vraie cause de la maladie n'est à ce jour pas encore identifiée. Passons maintenant à la physiopathologie. Alors, la maladie d'Alzheimer a deux mécanismes pathognomoniques. Un extracellulaire fait de la formation des plaques amyloïdes bêta ou plaques séniles, et un intracellulaire qui est la dégénérescence neurofibrillaire faite de la protéine tau. Commençons par les plaques séniles. Alors, à la surface des neurones, nous avons cette grande protéine APP, ou Amyloid Protein Precursor, qui, à l'état normal, va être clivée par deux sécrétases, l'alpha-sécrétase et la gamma-sécrétase. Quand elle va être clivée, elle va libérer une substance bêta-amyloïde qui va se dissoudre dans l'espace extracellulaire. C'est l'état normal. Dans la maladie d'Alzheimer, nous n'avons pas l'alpha-sécrétase, mais plutôt la bêta-sécrétase plus la gamma-sécrétase qui vont nous cliver l'APP. Et ça va nous donner une substance amyloïde non soluble, insoluble. Comme on peut le voir dans cette image. Plusieurs substances bêta-amyloïdes vont s'agréger entre elles et former des plaques. C'est ce qu'on appelle une plaque amyloïde bêta ou plaque sénile. Donc, APP, clivé par bêta-sécrétase et gamma-sécrétase au lieu de alpha-sécrétase et gamma-sécrétase, nous donnera une substance amyloïde bêta-42, A-bêta-42, qui est insoluble. Ces substances vont
se réunir et s'agrègent entre elles et forment des plaques séniles. Ces plaques, elles vont pas rester comme ça, elles vont se disposer autour dans les neurones, dans les synapses, donc empêchant la transmission du signal interneuronal, ce qui va engendrer l'altération du fonctionnement neuronal, puisqu'on a un obstacle dans la pente synaptique. Elles vont aussi se disposer autour des vaisseaux, ce qui va fragiliser les vaisseaux et donc augmentation du risque hémorragique, et c'est ce qu'on appelle angiopathie amyloïde. Elles vont également provoquer une inflammation et une prolifération gliale, donc l'inflammation exagérée va engendrer la destruction des neurones avoisinants. Donc, on aura une perte neuronale. Voilà en ce qui concerne les plaques séniles. La dégénérescence neurofibrillaire. Alors, nous avons que pour transmettre le signal du soma aux synapses, on a besoin d'un cytosquelette. C'est le cytosquelette qui va transmettre ce signal. Le cytosquelette est fait de microtubules. Ces microtubules sont maintenus par la protéine Tau ou Tubulin Associated Unit. Cette protéine Tau, dans la maladie d'Alzheimer, va être hyperphosphorylée. Comme j'essaie de l'écrire, hyperphosphorylée. Pourquoi? Eh bien, quand les plaques séniles vont se former, elles vont activer les protéines kinases, et ces protéines kinases qui sont responsables de cette hyperphosphorylation de la protéine Tau. Donc, nous avons formation des plaques, activation des kinases, hyperphosphorylation, protéine Tau défectueuse, anormale. Et puisque la protéine Tau elle est défectueuse, anormale, elle ne pourra pas maintenir les microtubules. Donc, le cytosquelette, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, il va se dissoudre. Donc, dissociation du cytosquelette et les protéines Tau vont s'agréger à l'intérieur du neurone. Donc, sans cytosquelette, le neurone, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il se dégénère. C'est normal. Et les plaques, plutôt les protéines Tau hyperphosphorylées, elles vont s'agréger à l'intérieur, former des filaments. Elles vont former des filaments, et c'est ce qui représente la dégénérescence neurofibrillaire. Et ceci va provoquer la mort programmée de la cellule, ou ce qu'on appelle apoptose. Donc, formation des plaques séniles, activation des protéines kinases, hyperphosphorylation de la protéine Tau, dissociation du cytosquelette, formation de filaments par les plaques, la protéine Tau, dégénérescence neurofibrillaire. Ce mécanisme de dégénérescence neurofibrillaire peut être également causé par le stress oxydatif, c'est-à-dire l'augmentation du calcium intracellulaire, ou aussi l'intoxication par acide aminé excito-excitateur, le glutamate. Donc ces deux facteurs, l'augmentation du calcium intracellulaire et le glutamate, vont encore causer une dégénérescence. L'extension progressive. Alors, la dégénérescence neurofibrillaire, elle va induire une perte neuronale. Donc, puisqu'on a dit qu'elle va faire une apoptose, donc on aura une perte de neurones. Et elle va aussi atteindre le système des neurotransmetteurs. Elle va toucher les noyaux. En premier lieu, elle va toucher le noyau basal de Meiner, qui va être responsable de la baisse de l'acétylcholine. Donc, dans la maladie d'Alzheimer, il faut noter qu'on a une baisse d'acétylcholine en ce qui concerne les neurotransmetteurs et une augmentation du glutamate.
Et voici donc en général, d'un point de vue global, les deux mécanismes de la maladie d'Alzheimer, qui sont pathognomoniques. Ils doivent être présents les deux pour aboutir à la maladie. Ce qui va nous amener à l'hypothèse de la cascade amyloïde. Cette hypothèse dit que le mécanisme, on dit bien mécanisme, est lié plus aux plaques séniles qu'à la dégénérescence neurofibrillaire. Pourquoi? Qu'est-ce qui renforce cette hypothèse? Eh bien, c'est le fait qu'ils ont trouvé des mutations familiales des gènes impliqués dans le métabolisme de l'APP. Comme on l'a dit dans les facteurs favorisants dans le terrain génétique. L'APP, PS1 et PS2. Et on n'a aucune mutation de la protéine Tau. C'est-à-dire que dans la maladie d'Alzheimer, la protéine Tau, elle est normale sur le plan génétique. C'est le fait qu'il y a des plaques séniles qui va faire qu'elle va être défectueuse. C'est comme on vient juste de l'expliquer en physiopathe, dans les mécanismes, que c'est la formation des plaques séniles qui va activer les kinases, qui vont hyperphosphoryler les taux, donc elle sera défectueuse. Mais la clinique, on a dit que maintenant le mécanisme est lié aux plaques séniles, mais c'est la clinique est liée à la dégénérescence neurofibrillaire, puisque la dégénérescence neurofibrillaire engendre une perte neuronale, donc on aura une perte du signal plus importante que celle provoquée par les plaques séniles. Les plaques séniles, on a dit qu'ils se disposent juste entre les synapses, mais les protéines Tau, leurs conséquences qui vont être la dégénérescence neurofibrillaire, eh ben, va induire l'apoptose. L'apoptose, c'est encore plus grave. On aura une perte de neurones et les neurones ne se régénèrent pas. Donc la clinique va être liée plus à ça qu'aux plaques séniles. Maintenant, où va commencer tout ça? Eh ben, la formation de la dégénérescence neurofibrillaire se fait de manière hiérarchisée et séquentielle. Elle va commencer au niveau de la région hippocampique, faite de l'hippocampe, la région transentorhinale et la région entorhinale. Elle va commencer ici, puis elle va s'étendre au cortex temporal. Une partie, on ne peut pas le voir dans cette image. À ce stade, on dit que c'est infraclinique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de symptômes. Et ceci peut durer plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire que la personne peut développer ses lésions au niveau de ces régions sans qu'il y ait de symptômes. Ensuite, quand est-ce qu'on aura l'apparition de symptômes? C'est quand ces lésions vont atteindre les régions corticales associatives, c'est-à-dire le cortex préfrontal, pariétal, et c'est tout. Le temporal supérieur. Après, quand ça va devenir vraiment sévère, c'est là où on aura elle va atteindre tout le cortex et même les noyaux sous-corticaux. Donc, voilà. Donc, elle commence par la région hippocampique, après s'étend vers le cortex associatif, et enfin, tout le cortex et les noyaux sous-corticaux quand on est à un stade vraiment avancé. Donc, pour résumer, les deux lésions pathognomoniques de la maladie d'Alzheimer sont les plaques séniles et la dégénérescence neurofibrillaire qui doivent être présentes en même temps. Le mécanisme est lié plus aux plaques séniles qu'à la dégénérescence neurofibrillaire, mais la manifestation clinique est plutôt liée à la dégénérescence neurofibrillaire. On aura aussi des lésions associées qui sont l'inflammation et l'angiopathie amyloïde qui est quand même assez fréquente chez les sujets.
Voilà pour ce qui concerne la physiopathologie. Passons maintenant au diagnostic. Plutôt à la clinique, pardon. Alors la maladie évolue très lentement jusqu'à la démence. On aura 3 temps. Le premier temps, c'est la phase préclinique. On aura une évolution lente et progressive des lésions sans aucun symptôme. C'est la phase infraclinique dans la physiopathe, où donc on aura une atteinte des régions hippocampiques. Cette phase va durer autour de 15 à 20 ans. Ensuite, c'est la phase prédémentielle. On aura apparition des signes cliniques. Puisque les lésions débutent au niveau des régions hippocampiques, les premières difficultés sont toujours de même nature. On aura les troubles de la mémoire. Le sujet va oublier les faits récents. On aura également des modifications émotionnelles. Ici, l'autonomie est conservée. C'est normalement à ce stade qu'on devrait faire le diagnostic. Cette phase évolue pendant 2 à 4 ans en moyenne. La troisième phase, qui est la phase finale, c'est la phase démentielle. Les troubles initiaux qu'on avait dans la phase prédémentielle vont s'aggraver et on va rajouter d'autres signes cognitifs qui vont encore définir cette phase. Ici, l'autonomie est atteinte et ainsi que la vie relationnelle, ce qui fait qu'on pourra classifier la démence de légère à modérée à sévère selon le retentissement sur l'autonomie. La mort survient 8 à 10 ans après le diagnostic de démence. Tout simplement du fait que, puisque c'est un sujet âgé, on pourra avoir des pathologies associées, autres que la maladie d'Alzheimer, ou bien tout simplement, ça peut être des complications du décubitus, puisqu'on aura le retentissement sur l'autonomie. Les malades deviennent tardivement grabataires. Donc, qu'est-ce que sont ces manifestations cliniques? On va commencer par des troubles mnésiques, parce que la maladie d'Alzheimer est avant tout une maladie de mémoire. La première mémoire atteinte, c'est la mémoire épisodique, qui est en fait un sous-type de la mémoire à long terme. Le sujet aura une difficulté à se rappeler de la date et des faits marquants de l'actualité. Ensuite, c'est la mémoire sémantique, qui est la mémoire des connaissances générales sur le monde. C'est des connaissances basiques, disons. Le sujet aura des difficultés à s'en rappeler. En dernier, c'est la mémoire procédurale. C'est un type de mémoire qui permet l'apprentissage d'habilités perceptomotrices, comme le vélo ou la conduite de voiture. Mais ce type est lentement préservé. C'est-à-dire que vraiment, il faut avoir un stade vraiment sévère pour que ce type de mémoire soit atteint. Les troubles du langage, c'est un élément plus rarement inaugural, c'est-à-dire qu'il n'est pas précoce comme les troubles de la mémoire. Il va évoluer en 3 stades. Premier stade, c'est l'aphasie anomique, où on aura un manque de mots. Le malade ne va pas trouver les mots pour exprimer ses pensées, mais la compréhension est conservée, il va comprendre ce qu'on leur dit, il peut répéter ce qu'on leur demande, il peut lire, mais on aura une dysorthographie précoce, c'est-à-dire que il va éliminer certaines lettres des mots. Par exemple, au lieu d'écrire oignon avec un G, il va écrire oignon direct comme ici dans la diapo, en écrivant tout ce qu'il dit, tout simplement. Après, nous avons le deuxième stade, c'est l'aphasie transcorticale sensorielle. Ici, la compréhension va être altérée, contrairement à l'aphasie anomique. Et on aura des paraphasies sémantiques fréquentes. Qu'est-ce qu'une paraphasie sémantique? C'est un remplacement d'un mot par un autre mot de la langue, mais qui a une parenté de sens ou de champ sémantique. C'est-à-dire, au lieu de me dire tasse, par exemple, le sujet va me dire verre ou soucoupe. Tout simplement. Il va remplacer les mots, parce qu'il ne trouve pas le mot approprié. Le troisième stade, c'est l'aphasie globale. On aura des intégrations du langage oral et écrit, avec expression jargonnée, c'est-à-dire qu'il va employer des mots qu'on ne va pas comprendre. Et il va avoir une
écriture illisible. Tout ce qu'il exprime sera incompris. On aura également la compréhension va être aléatoire. Il ne comprendra pas également si c'est vraiment un stade avancé. Les troubles praxiques, alors, ils sont comme les troubles du langage, exceptionnels en mode d'entrée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas précoces. Nous aurons la praxie réflexive. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'impossibilité de réaliser sur imitation des gestes. C'est-à-dire qu'on va lui demander au sujet de réaliser un geste, il ne pourra pas le faire. La praxie idéomotrice, si on demande au sujet par commande verbale de réaliser un geste simple, sans utilisation d'objet, il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas le faire en idéomotrice. Commande verbale. La praxis visio-constructive, alors si on demande au sujet de dessiner un objet 3D comme un cube, il ne pourra pas le faire. Ou même un objet doté comme un carré ou un cercle, il ne pourra pas le faire. C'est-à-dire qu'il aura une difficulté dans le domaine graphique à dessiner des formes. La praxis de l'habillage, c'est le fait qu'il ne peut plus s'habiller seul. La praxis idéatoire, qui est tardivement touchée, c'est-à-dire que c'est un stade vraiment tardif, c'est la perturbation de réalisation des gestes complexes, avec utilisation des objets réels. C'est-à-dire si on lui donne une feuille et on lui demande de plier, ben, il ne pourra pas le faire. Il aura des difficultés à le faire. Les troubles gnosiques et visuospatiaux. Alors, agnosie, on aurait agnosie visuelle. Agnosie, c'est-à-dire qu'on ne va pas reconnaître. Visuel, reconnaître ce qu'on voit. Le malade, le sujet, au début, il ne va pas reconnaître les images. Ensuite, ça sera pour les objets. Et au final, ça sera la prosopagnosie, pardon. C'est-à-dire qu'il ne pourra même pas reconnaître les visages familiers, même ses membres de sa famille. On aura aussi une autotopoagnosie, qui est l'incapacité de reconnaître la localisation des différentes parties du corps. C'est-à-dire, si on lui demande de localiser sa jambe, par exemple, il ne saura pas où elle est. On a une agnosie digitale et une anosognosie. La désorientation topographique, c'est un élément précoce. Donc, les éléments précoces, c'est la mémoire, plus la dysorthographie et la désorientation topographique. Elle va commencer par un grand environnement, c'est-à-dire que le patient, par exemple, il va sortir de sa maison, mais il ne pourra pas revenir, il va être perdu. Après ce trouble, cette désorientation, elle va intéresser des espaces de plus en plus réduits, c'est-à-dire qu'il peut même oublier la localisation des chambres à l'intérieur de sa maison, par exemple. Ensuite, nous aurons des troubles de la défonction exécutive, c'est-à-dire atteinte des capacités à résoudre des problèmes ou à multitask. Il va de plus en plus être dépendant en fait. On aura des troubles comportementaux et des troubles somatiques. Les troubles somatiques, c'est les troubles physiques aggravés par le psychique. C'est-à-dire qu'il va avoir des troubles. Si on a dit qu'il avait des pathologies associées, ça va encore s'aggraver par son moral, tout simplement. On dit même que les maladies d'Alzheimer, ils se comportent comme des bébés. Alors, le diagnostic. Le diagnostic, il est d'abord clinique. On a des critères. Les critères de International Working Group, 2. 2, c'est parce qu'on a 2 critères majeurs. Un phénotype clinique spécifique, c'est-à-dire les manifestations cliniques qu'on vient juste de voir sont typiques. On va les retrouver. Donc, on va marquer ça. Et on aura les marqueurs pathophysiologiques. Les marqueurs pathophysiologiques sont 3. On aura la mutation autosomique dominante, la ponction du liquide céphalorachidien, qui va nous montrer une diminution de la concentration du peptide amyloïde bêta-42 et une augmentation de la protéine tau totale et la tau hyperphosphorylée. C'est 2. Pas ou, mais et. Et l'imagerie, qui est essentielle dans la maladie d'Alzheimer,
amyloïde. L'imagerie amyloïde va montrer une augmentation de la rétention du traceur. Comment on va identifier ces critères? Eh bien, on aura une démarche diagnostique typique, c'est-à-dire que c'est des règles à suivre. On va faire un entretien où on va chercher les plaintes mnésiques, c'est-à-dire les troubles de la mémoire, qui peuvent être banales, comme j'ai du mal à me souvenir des numéros de téléphone, j'oublie où je pose mon téléphone ou mes clés, on peut voir que c'est des troubles qui peuvent apparaître chez n'importe quel sujet, donc on va pas avoir tendance à suspecter la maladie d'Alzheimer. Mais par contre, nous avons des troubles qui vont nous faire dire « Ah, mais attends, il peut avoir cette maladie ». C'est par exemple, il va nous dire « J'ai l'impression d'avoir la tête vide ». Ou bien « J'ai du mal à fixer mon attention sur ce que je lis ». J'ai besoin de me faire répéter plusieurs consignes. Là, quand le patient nous dit ça, ben, on va s'alarmer un petit peu. Après, on va faire un examen neuropsychologique pour évaluer les fonctions cognitives avec un score Mini Mental State, MMS, qui n'est pas un outil diagnostique, qui ne doit pas être utilisé seul. Il va nous déterminer la sévérité de la démence. Alors, on va scorer le patient pour le classer de démence légère à modérée à sévère. Ça sera de 26 à 0. Plus on diminue les points, puis la démence est sévère. On va lui poser des questions. C'est un interrogatoire. En fait, cet examen neuropsychologique, je ne sais pas si vous avez vu la série Grey's Anatomy, mais il y a un épisode où ils vont faire l'étude des essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer, et pas Meredith fait vraiment ces tests-là. Elle va vraiment faire le MMS et les 5 mots de Dubois, le test de l'horloge. MMS, nous avons dit que nous avons des points à donner. Comment on les accorde? C'est par rapport aux questions qu'on va poser, qui sont typiques. On va explorer l'orientation, la mémoire immédiate, l'attention, le calcul mental, la mémoire à court terme, le langage, etc. C'est une fiche. On aura un score total sur 30. Après, nous avons les 5 mots de Dubois. On va donner au patient 5 mots à apprendre. Et on va lui demander après un moment de les répéter. Tout simplement. Le test de l'horloge, alors on va demander au malade de nous dessiner une horloge avec une heure précise. Après, on va étudier les 4 critères. On va voir si le numéro 12 est au sommet. Ici, il a écrit les 12 numéros de 1 à 12. S'il y a vraiment 2 aiguilles. Et si il a dessiné l'heure qu'on lui a demandé. Tout ça, tous ces tests, c'est pour évaluer la démence. Après, nous ferons un bilan biologique de démence qui est un bilan typique. Et enfin, on va faire l'imagerie qui est essentielle dans la maladie d'Alzheimer, comme je viens de le citer. Elle va nous évaluer l'atrophie hippocampique ou globale du cerveau selon le stade. Et surtout éliminer d'autres causes de démence. Bien sûr, parce que la maladie d'Alzheimer n'est pas la seule cause. On a dit que c'est la première cause de démence. Donc, il y a bien évidemment d'autres causes associées. Voici une imagerie qui nous montre l'atrophie cérébrale. Alors, regardez, vraiment, on peut voir que le cerveau est atrophié ici. Une comparaison avec un cerveau normal. Quand même, hein, c'est impressionnant. Regardez l'atrophie. Voici, ah oui, les plaques saignées en histo. Regardez comment ça en a. Bon, ici, il n'y en a pas beaucoup. Et voici la dégénérescence neurofibrille. Quand même, c'est impressionnant. La prise en charge. Alors, la prise en charge, il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement à ce jour. Pour ralentir l'évolution de la maladie. On fait des essais cliniques, là, en ce moment, ils font des essais basés sur l'immunohistochimie.
Il vise l'amyloïde bêta-42, mais rien de concluant. Donc, on va faire tout simplement des traitements simples qui vont essayer de stabiliser le déclin cognitif pour prévenir également les troubles du comportement. Et on va essayer de préserver au maximum la qualité de vie et l'autonomie du patient. Et on va aussi guider les familles. L'assistance des aides-soignants est essentielle dans la maladie d'Alzheimer. On aura un traitement médicamenteux. Nous aurons 2 classes médicamenteuses. En premier, c'est les anticholinésterasiques de 2e génération. On va utiliser donépézil, rivastigmine et galantamine. Ils vont agir au niveau de la fente synaptique. Rappelez-vous, on avait dit qu'on a une baisse de l'acétylcholine. Donc, ces médicaments, ils vont inhiber l'acétylcholine estérase et donc restaurer la transmission cholinergique. Cette classe médicamenteuse a un effet modeste sur la cognition, mais un effet favorable sur le comportement et l'autonomie, donc en retardement du placement en institution. Elle est indiquée dans les formes légères à modérées de la maladie, seulement. Contre-indiquée dans le bloc auriculo-ventriculaire, pathologie que vous verrez dans le module de cardiologie. Ensuite, les antiglutamates, la 2e classe médicamenteuse, la mémantine. Ce médicament, c'est un antagoniste du récepteur N-méthyl-D-aspartate, qui sont les récepteurs des glutamates, puisqu'ils sont augmentés dans la maladie d'Alzheimer, on va essayer de les stopper. Ils sont indiqués dans les formes modérées à sévères, contre-indiqués en cas d'insuffisance hépatique ou rénale sévère. Un traitement non médicamenteux, on va plutôt traiter les facteurs de risque. Donc, on va traiter les facteurs de risque vasculaires parce que c'est ce qu'on peut traiter. On va essayer de contrôler le diabète, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie si on en a. Et on va veiller à avoir des règles hygiéno-diététiques respectées, c'est-à-dire une bonne observance des traitements et favoriser la consommation régulière des poissons, de légumes et de fruits. On va aussi on va faire la stimulation cognitive, c'est-à-dire les ateliers de mémoire orthophonique. C'est en fait pour faire travailler le cerveau, tout simplement, pour que la personne reste active. On va soutenir les aidants parce que c'est très très important. Il y a vraiment des gens qui font des dépressions parce que, par exemple, leur maman ne se souvient plus d'eux. Donc, c'est très important. Il y a même des associations dans les pays occidentaux destinées à soutenir les aidants. Dans la maladie de l'Alzheimer, c'est pas que les sujets malades qui vont souffrir, c'est également leur entourage. Donc, à prendre en considération. Donc, on va instaurer des aides à domicile et on va réaménager le domicile. C'est-à-dire qu'on va essayer de créer une routine pour le malade. Par exemple, on va poser les clés dans une certaine table tout le temps. On ne va pas lui changer de place. Comme ça, le malade aura plus de facilité à bouger et à se déplacer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour ce cours. J'espère qu'il a été simple, que j'ai simplifié au maximum la maladie d'Alzheimer parce que c'est une maladie assez complexe et pas vraiment découverte. Et voilà, merci pour votre attention et à la prochaine. Et bon courage.